I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue à tous, c'est le prochain chantier pour un nouveau bond au classement Doing Business. Après la loi sur les difficultés d'entreprise, le projet de loi sur les sûretés immobilières est en rail pour être dans le circuit législatif. Une loi qui a un objectif, rendre plus accessible le financement bancaire aux entreprises. Comment, qu'est-il prévu? Quels sont les impacts à attendre? C'est le premier sujet des décodeurs Atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Amine Dury, bonjour. Bonjour André. Vous êtes responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. Saladin Nabira également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur, fondateur du cabinet de formation PM Conseil. En deuxième partie, nous parlerons ce matin de l'école publique. Les Marocains de plus en plus divisés sur la confiance placée à l'enseignement public. Selon un sondage, l'économiste Synergie a publié aujourd'hui, 49% des Marocains continuent de se fier au modèle public de l'enseignement. 42% affirment ne pas faire confiance. Et le fossé de la confiance se creuse selon les catégories socio-professionnelles. Alors, quelles leçons tirer de cette enquête au moment où l'État vient de reconnaître des écoles supérieures privées? C'est ce que nous verrons en deuxième partie d'émission. Mais avant, la séance coup de gueule, coup de cœur à partir de 9h40. Tout de suite, vos réactions et vos questions, bien entendu, sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Réforme du livre 5 du Code du commerce, charte de l'investissement en principe bouclée d'ici la fin de l'année et à présent projet de loi sur les sûretés mobilières. L'objectif du top 50 est clairement dessiné dans le viseur du gouvernement, Amine Dury. Oui, complètement. Il faut se rappeler que le Comité national de l'environnement des affaires a pour objectif justement de faire progresser le Maroc au niveau du classement général où on est 69e. La loi sur le traitement des défaillances d'entreprise est en très bonne voie. Maintenant, il reste un autre point sur lequel le Maroc n'est pas bon au niveau du classement Doing Business, et c'est la partie Getting Credit, c'est-à-dire l'obtention de crédit. Et là, effectivement, le Maroc se classe à la 105e place, pardon. Ouf. Donc très mauvais score. Et donc c'est là-dessus que cette loi des sûretés mobilières entre en jeu, justement avec l'objectif d'améliorer ce classement. Et derrière tout ça, il y a une autre réalité, parce que là, il y a le classement Doing Business, mais il y a aussi la réalité qui est aujourd'hui, et ça c'est une étude du FMI qui le dit, c'est que à peine 50% des TPME obtiennent un crédit, et les encours de cette catégorie d'entreprises ne représentent à peine qu'un tiers de l'encours total. Alors on va voir ce qui est prévu avec ce projet de loi sur les sûretés mobilières. En tout cas, ça va faciliter clairement. Comme impact, on peut déjà en parler, Saladin Nabira, ça va faciliter la confiance, notamment entre les banques et les TPE, PME, sans doute. C'est l'objectif affiché. Je pense que c'est même pas ça le problème. Juste, voilà, j'ai envie de demander un peu les propos de mon collègue de ce matin, parce que de toute façon, les PME, ils vont pour la caution personnelle. Ça veut dire que les banques aujourd'hui se permettent carrément, dans presque la majorité des dossiers de TPE-PME, d'exiger carrément une caution personnelle. Ouais. Et là, ça va au-delà des différentes sûretés et des biens de l'entreprise, jusqu'à engager personnellement le chef d'entreprise. Moi, je pense que le problème par rapport à cet angle de crédit est encore plus loin, parce que nos banques aujourd'hui se permettent le luxe de narguer la PME, dans la mesure où il y a eu une petite largesse dernièrement qui s'est offerte vis-à-vis justement de la politique de commissionnement. Si des banques arrivent à engranger 20 à 30% de leur PNB sur des commissions bancaires, pourquoi ils vont jusqu'à prendre des risques à donner des crédits à des PME? Pour vous, il y a déjà un problème de garantie. D'ailleurs, c'était une réunion qui avait été fixée il y a 2 ans, un objectif qui a été fixé il y a 2 ans entre Banque Al Maghrib, la CGM et le groupe bancaire. Il n'y a pas de garantie, parce qu'ils y vont pour la totale, pour une PME. Ça veut dire qu'au-delà des garanties réelles, des différentes sûretés, ils y vont même avec la caution personnelle. C'est quasiment automatique dans tous les dossiers de crédit pour les PME. Et quand on dit caution personnelle, ça veut dire vous engagez le patrimoine personnel du chef de l'entreprise. Donc je ne pense pas que sur cet angle-là que le problème c'est les garanties. Le problème c'est justement c'est un a priori des banques vis-à-vis de la PME. Ça veut dire que la banque
banque aujourd'hui est dans une situation confortable parce que ce qu'il faudrait mettre en opposition, c'est l'évolution des résultats. Les banques ne se sont jamais bien portées que ces dernières années. Et automatiquement, pourquoi les banques se portent pareil? Parce qu'elles réduisent le risque vis-à-vis de la PME, mutualisent le grand risque sur le particulier, parce que dans le coût de risque est une grande partie supportée par les taux facturés aux particuliers qui sont assez élevés. Et on le voit aussi quand on a le directeur de la Banque centrale qui, malgré des baisses consécutives du taux directeur, n'arrive pas à relancer le crédit. C'est bien d'avancer dans ce genre de chantier, permettre une liquidité, en fait, une mise en jeu des garanties, parce que ça, c'est un vrai problème, d'avancer sur le chantier, justement, judiciaire, mais il faut pas aussi non plus être myope et dire que voilà, le problème de l'octroi des crédits aux PME, elle est lié à cette problématique de garantie. Non, c'est une attitude des banques qui se permettent aujourd'hui d'aller sur des crédits qui sont moins risqués, que ce soit l'immobilier côté particulier, que ce soit aussi donc avec des propos un peu, voilà, donc une approche un peu différente en fonction de la grande de la petite entreprise. Amine Diouri, pour mettre les choses clairement, ce projet-là sur les sûretés immobilières, ça va permettre quoi? Ça va permettre de faciliter finalement aujourd'hui le processus de nantissement des crédits? Oui, complètement. En fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. J'ai dressé un constat qui est aujourd'hui que les TPME ont du mal à accéder au crédit. Pourquoi? Effectivement, mon collègue cite justement deux raisons. Il y a effectivement la question des garanties. Alors il y a les cautions personnelles, il y a les nantissements, etc. Ça c'est une chose. Et de l'autre côté, c'est aussi parce que la vision de la banque qui est de dire, aujourd'hui il y a très peu de dossiers solvables et donc des entreprises qui sont sous-capitalisées et donc il y a un problème de confiance. De l'autre côté, effectivement, les entreprises disent ouais, effectivement je demande un crédit mais on me demande beaucoup de choses. D'où ce blocage. L'idée à travers cette loi, c'est justement de débloquer cette question des cautions personnelles. C'est de dire aujourd'hui mon banquier me demande beaucoup de choses. Si je peux lui apporter autre chose que mes biens personnels en garantie, si c'est par exemple nantir, au lieu de nantir la totalité du fonds de commerce, mais l'idée c'est de découper ce fonds de commerce en différents morceaux et de le présenter à la banque et de dire prenez une partie de cet actif comme bien nanti et donnez-moi mon crédit. C'est ça l'idée de la loi globalement. C'est justement de s'éloigner le plus possible des garanties personnelles et d'aller vers le nantissement du fonds de commerce, mais pas la totalité comme c'est le cas aujourd'hui, mais différentes parties, ce qui permettra d'obtenir plusieurs crédits successifs. Je suis pas d'accord avec les propos de Amine, parce que moi je pense que cette loi fait plus suite à un lobbying des banques pour leur permettre justement de liquider les garanties qu'ils ont. Moi je la vois plus dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui même, avec cette loi-là, les banques ne vont pas s'empêcher parce qu'ils sont dans une situation d'abus de pouvoir, ils vont continuer à exiger les cautions personnelles. Et ce qu'on comprend pas des fois avec de gros engagements, avec de grandes entreprises, il y a juste la garantie bilan, il y a même pas des fois de nantissement et d'hypothèque avec des petites entreprises et le coût du crédit des fois pour 2 millions de dirhams, on dépense 200 000 dirhams dans les sûretés entre hypothèque, entre nantissement et entre caution personnelle, etc. Moi je pense que cette loi obéit plus à un esprit de liquider le contentieux qu'ils ont, parce qu'aujourd'hui justement les ventes judiciaires sont très compliquées, donc sont difficiles à mettre en œuvre. Je pense que c'est plus pour liquider les stocks et permettre à des banques de rentrer rapidement en possession et passer par les mécanismes de gré à gré, parce qu'aujourd'hui une vente judiciaire, quand même ça garantit, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça passe entre les mains du juge. La loi permettrait, si jamais il passe demain, et ce qui est bien aussi à une entreprise de passer, parce que des fois vous savez, vous êtes pris en otage quand vous êtes, il y a une mafia des ventes judiciaires et qui font en sorte que des fois des biens ne sont pas vendus au vrai prix qu'ils devraient l'être, et en fait c'est un marché d'initiés qui sont là, c'est des charognards qui guettent en fait des entreprises en difficulté pour pouvoir les récupérer à prix bradé. Aujourd'hui, ça permettrait aux banques de rentrer en possession d'un certain nombre de biens, de faciliter la transaction. Mais je ne le vois pas, moi, en perspective, que cette loi permettrait de mettre plus de crédit aux PME. Tant que Banque Lemrelib ne joue pas son jeu et pousser réellement les entreprises à aller dans le sens de la politique économique de l'État, c'est d'encourager la PME, les banques ne le feraient pas. Parce que justement, aujourd'hui, ils sont dans la possibilité d'exiger un maximum de garanties et de réduire le risque au maximum. Ouais,
Amine Duri, je vous ai vu faire la grimace. Si on rappelle juste les grandes lignes de ce projet de loi pour l'instant qui sont connues, donc sur les sûretés mobilières, on a 3 nouveaux modèles d'exécution qu'on a payés. On a un registre national des nantissements. Qui est très important. Qui est très important. Et puis on a une redéfinition des règles également en ce qui concerne le classement des créanciers. Si on peut s'arrêter sur ces 3 points, d'abord, le registre national des nantissements, ça va être une donnée assez importante, un changement de taille. Oui, tout à fait. Alors, juste une précision par rapport à ce qui vient d'être dit. Je n'exprime pas un point de vue personnel. Je mets côte à côte une problématique et l'objectif de la loi. Je ne dis pas que je suis en faveur de cette loi. En toute logique, je ne dois être qu'en faveur de cette loi parce que je constate qu'effectivement, il y a une problématique de financement parce que quand même, on le voit au niveau des encours de trésorerie, ça baisse depuis plusieurs années. Donc, les entreprises ont du mal à se financer. On sait que derrière, il y a une question de caution, de garantie qui pose problème. Il y a une loi qui essaye d'apporter une solution. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien? En tout cas, ça a le mérite de poser un problème et d'apporter une solution. Maintenant, par rapport aux 3 points que vous avez soulevés, le registre, effectivement, c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, quand vous alliez voir une banque, vous déposez, enfin, vous pouviez nantir un actif d'un fonds de commerce. Vous pouviez très bien aller voir une autre banque et donner ce même actif, proposer ce même actif à l'autre banque. Et donc, comme il n'y avait pas de registre unifié, évidemment, ça pouvait, la banque ne pouvait pas vérifier que le bien était déjà nanti auprès d'une autre banque. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Saladin Nabira. Rebonjour. Rebonjour. Enseignant-chercheur, vous êtes également fondateur du cabinet de formation PM Conseil. Amine Duri également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Responsable PME chez Inforisk Dun & Bradstreet. On continue de parler avec vous de ce projet de loi sur les sûretés immobilières. Projet de loi qui va s'ajouter donc à la charte de l'investissement qui doit être bouclée d'ici la fin de cette année. Et puis au projet de loi sur les difficultés d'entreprise. Ce qui va permettre, on le disait en début d'émission, de booster le Maroc dans le classement Doing Business. Sur ce projet de loi sur les sûretés immobilières, plusieurs nouveautés. On s'arrêtait notamment sur cette redéfinition des règles de classement des créanciers ou encore ce registre national des nantissements. Quelles sont les autres nouveautés, Amine Duri? Alors, je voulais compléter ce que j'avais dit sur le registre des sûretés immobilières, le registre national. Il permettra de renseigner en temps réel les autres créanciers sur les inscriptions faites sur un nantissement. Donc, actuellement, effectivement, au niveau du registre de commerce, on trouve l'inscription sur le modèle J des nantissements donnés sur un bien. Mais l'idée, c'est d'avoir l'information en temps réel. Et c'est ça la grande nouveauté. L'autre chose qui est intéressante au niveau du projet de loi 1815, c'est déjà au niveau les améliorations administratives, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de procéder à tout ce qui est légalisation. Qui prenait beaucoup de temps, qui coûtait de l'argent. Et de l'autre côté, il y a aussi la limitation du nombre de mentions obligatoires liées justement à cette opération. Donc 2 choses qui sont positives. Donc c'est une amélioration au niveau du projet de loi. Donc voilà. Alors la grande nouveauté, j'en parlais au tout début, c'est évidemment le fait de pouvoir découper en morceaux le fonds de commerce et en fait mieux encore de nantir des actifs futurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas actuellement, ou même de nantir des actifs avec des revenus futurs. Ça, c'est des opportunités pour les PME, TPE de limiter les risques et de se projeter à l'avenir. Saladin Nabira, à savoir des conséquences assez importantes, peut-être une diminution des défaillances d'entreprises. Je ne pense pas parce que les défaillances restent encore liées à des contraintes de marché et de concurrence plus que de financement, aussi de délai de recouvrement. Je pense que s'il y a urgence ou s'il y a hiérarchie à faire, c'est d'abord les conditions de bonne concurrence, les délais de paiement et après le cri découlera de source parce qu'une entreprise qui fonctionne bien, une entreprise qui a des marchés qui se développent à l'international, toutes les banques suivront. Donc il faut aussi tempérer. Donc la banque, quand il voit une belle affaire, il a envie de s'investir dedans. Ce qu'on a essayé de nuancer, c'est de dire qu'il y a un abus des fois de situation qui fait que face à un problème de liquidité, certaines entreprises se trouvent contraintes de signer des documents, de signer des garanties. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire à propos de cette loi, c'est qu'il vient apporter beaucoup d'assouplissement pour la phase après, c'est-à-dire la phase contentieuse et mise en jeu de ces garanties-là, où il permettrait d'apporter un certain nombre d'assouplissements dans la mise en jeu de ces garanties-là, et donc qui ferait en sorte que les banques ne restent
restent pas aussi contraints d'aller dans des procédures, des fois qui prennent beaucoup de temps, et se retrouver avec des fois des biens qu'ils ne peuvent même pas revendre donc, et encaisser donc leurs créances. Sur cet aspect-là, c'est quelque chose de très très positif. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que les banques jouent le jeu. Et que les banques jouent le jeu et que, comme on dit souvent et on le présente, que le QC donc, économique est majoritairement PME, il faut que ça corresponde aussi à une configuration de crédit. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse concentration sur de grandes entreprises et souvent, des fois, avec les gros risques. Il y a plus de risques, des fois, sur de grandes entreprises et les dernières défaillances nous ont montré quelque part que c'est pas jamais sûr, etc. Et que des fois, il y a beaucoup d'entreprises PME qui, avec beaucoup de potentiel, se trouvent bridées dans leur développement à cause de cette problématique de confiance des banques. Amin Diori. Ouais, je voulais rebondir sur ce que venait de dire Saïdine et je suis d'accord sur un point essentiel. C'est effectivement que ce soit la loi sur le traitement des entreprises en difficulté, on nous dit que ça va permettre de réduire les défaillances d'entreprises. Cette loi sur les sûretés mobilières, on nous dit que ça va permettre d'accélérer le financement aux entreprises. Mais derrière, c'est vrai qu'il y a tout un environnement derrière qui est beaucoup plus important que les lois elles-mêmes. C'est-à-dire, je m'explique. Le fait qu'effectivement il y ait des problèmes de concurrence, le fait qu'il y ait un problème de délai de paiement notamment, fait que les entreprises sont fragilisées et donc avec une forte possibilité de rentrer en défaillance. C'est pas parce qu'on a mis une loi que les choses vont reculer. C'est l'environnement qui crée tout. Idem pour le financement. Hier, par exemple, j'étais à une conférence d'Attijari Wafa Bank. Et l'idée, c'était de dire, nous, on finance pas les banques tout simplement parce que, avec la question des délais de paiement, nous, on n'est pas prêt à prendre ce risque. On ne finance pas des délais exponentiels qui augmentent tout le temps. Donc, évidemment, vous pouvez mettre toutes les lois du monde. Si derrière l'environnement n'est pas propice aux affaires, vous aurez plus de défaillances malgré la loi et vous n'aurez toujours pas de financement malgré la loi. Donc, les lois, c'est bien, mais il faut un environnement propice aux affaires. Et ces deux lois, pour l'instant, cette loi sur cette réforme du livre 5 du Code du commerce plus cette loi sur les sûretés mobilières, elle crée tout de même un environnement qui peut être assez propice à des conditions. Il y a des difficultés dans les nantissements, dans les difficultés d'entreprise, non? En théorie, oui. En théorie, est-ce que ça pourrait faciliter à moyen terme justement la relation banque-entreprise et même la conception du modèle business et de la projection de certaines entreprises? Je voudrais rappeler quand même quelque chose. Il y a quelques années, on parlait déjà du classement Doing Business et notamment la mauvaise note au niveau de l'obtention du crédit. Et l'idée, il y a 10 ans, c'était quoi? C'était des crédits de bureau, de mettre en place des crédits de bureau au Maroc. On s'est dit, c'est la solution au problème du financement. On a créé un premier crédit de bureau en 2008. Quelques années plus tard, est venu un deuxième crédit de bureau, ça n'a pas réglé le problème. Après, on s'est dit, maintenant, on va mettre une loi justement pour permettre de remplacer les cautions personnelles par d'autres garanties, etc., par un nantissement du fonds de commerce. Bon, peut-être que ça améliorerait les choses, mais je veux dire, il y a tout un contexte qui fait que ce n'est pas une seule chose qui va régler le problème. Saladin Amira, pour conclure. Ouais, pour conclure, moi si vraiment l'idée ou l'objectif était de booster les crédits au PME, moi j'aurais bien aimé une mesure phare volontariste de Banque El Maghreb d'imposer par exemple un ratio de financement de paiement à toutes les banques. À ce moment-là, les banques vont être obligées. Ça veut dire conditionner à un certain moment on avait cet encadrement de crédit pour donner de temps à une grande entreprise, il faut un équivalent à une PME. Ça, c'est une mesure qui pourrait booster donc le crédit parce que quelque part ça limiterait ou ça corrigerait en fait la répartition. Maintenant, comme je l'ai dit, je pense que ça vient assainir et ça vient compléter donc en fait la trame et l'arsenal juridique au niveau marocain. Mais moi ce qui me désole, c'est qu'on voit plus la patte de l'influence des banques que par exemple d'une corporation de PME. Voilà, donc on voit c'est plus que, comme j'ai dit, pour liquider, pour permettre aux banques de sortir rapidement de certaines garanties que pour faciliter l'octroi de crédit. Mais malheureusement, c'est parce que c'est aussi les banques qui octroient le crédit, donc elles ont besoin d'avoir confiance, elles ont besoin d'avoir une visibilité sur leur contrepartie et c'est ça qui fait que malheureusement... Sérieusement, quand on voit les résultats insolents des banques et quand on voit le gap entre le coût de l'argent et le taux facturé à certaines PME, des fois qui avoisinent les 8,5 et les 9 avec un coût d'argent très très bas parce qu'on le sait, ils ont plus qu'un matelas d'assises, voilà. Donc, mais il faut pas oublier les impayés. Il faut revenir à l'essentiel. Mais il faut pas oublier les impayés. Et puis il y a la nouvelle loi qui est de BAL 3 qui est entrée en vigueur au 1er janvier et qui fait que les banques doivent être beaucoup plus regardantes sur les dossiers, l'octroi de crédit à des dossiers. Et évidemment, les provisions seront plus
plus importante en fonction du niveau de risque pris. Donc, elles ont besoin d'avoir des outils pour mesurer le risque et limiter leur sachant, comme je l'ai dit, le risque est supporté par les particuliers en grande partie, parce qu'il y a une dilution des locaux de risque qui est ramenée au taux donc des particuliers qui sont très chers par rapport à ça et qui supportent en fait les frais des banques. En tout cas, intéressant, et sans doute que dans un an, on se fera un rendez-vous pour décoder justement l'impact de cette loi BAL 3, cette norme IFRS 9, et puis effectivement cet ensemble d'arsenal juridique, projet de loi sur les difficultés d'entreprise et sur les sûretés immobilières qui entre en vigueur cette année en 2018 avec la charte de l'investissement. 9h46, dans un instant on va parler éducation, école publique, les Marocains de plus en plus divisés sur la confiance placée en l'enseignement public. On en parle juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Et on a un footeux avec nous ce matin, je pense qu'il nous a réservé un joli coup de cœur. Exactement, c'est la réaction du public turinois, donc qui applaudit la beauté du geste et le but marqué par Cristiano Ronaldo. Et on aimerait bien avoir justement ce type de réaction dans nos stades, voilà, parce que ça reste un spectacle, ça reste que ça soit l'équipe adverse. Ce magnifique but, au-delà, moi j'ai plus cette bicyclette de Cristiano Ronaldo, mais la réaction était encore plus magnifique du public turinois qui n'a pas trouvé de gêne à applaudir une belle performance. Et voilà, parce que l'idée c'est d'apprécier d'apprécier les beaux gestes, et c'était un très très beau geste. Et voilà, c'était le Real a un pied et 4 orteils en quart de finale. Voilà, donc ça, en demi-finale. Exactement. J'aurais aimé que Buffon prenne sa retraite un peu avant, mais bon, ça lui réussit donc à Cristiano, donc Buffon. Donc il y a encore planté 2 buts, voilà. Mais sinon, moi je trouve que c'était un bon spectacle, et surtout c'est un bon exemple de spectateurs et de supporters. Amine Diori, coup de gueule, coup de cœur. Moi, ce sera un coup de cœur. Alors malheureusement, j'ai pas vu le match de foot hier, donc je ne parlerai pas de ça. Je vais parler d'un truc moins sexy qui est le crédit TVA. Ouais. Il y a quelques semaines, donc le ministre de l'économie annonçait justement un mécanisme de remboursement du stock destiné aux entreprises qui était estimé à 10 milliards de dirhams. Aujourd'hui, donc à fin mars, on est déjà à plus de 6 milliards de dossiers traités, donc déjà plus de la moitié du stock traité, et près de 3 milliards déjà instruits et remboursés. Donc c'est une très bonne chose. Toutes les parties ont été assez diligentes justement pour régler ce problème qui asphyxie les entreprises, donc très bonne chose. 9h48 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. Enquête de l'économiste Sunergia a publié aujourd'hui dans les colonnes du quotidien économique. 49% des Marocains continuent de se fier au modèle de l'enseignement public. 42% affirment ne pas faire confiance du tout. Le fossé se creuse également selon les catégories socio-professionnelles. Plus on est riche, plus on n'a pas confiance en l'école publique, on a les moyens de mettre ses enfants dans des établissements privés. Plus on est pauvre, moins on a la capacité de placer son enfant dans une école privée, et on fait confiance malgré tout à l'école publique, à l'enseignement public. Quelles leçons tirer de cette enquête au moment où justement il y a reconnaissance par l'État de 7 nouvelles écoles d'établissements donc supérieurs privés qui viennent de tomber. Il y aura une nouvelle tournée de reconnaissance qui va arriver dans les prochaines semaines. Saladin Amira, vous, à la lecture de ces chiffres, vous êtes choqué, pas choqué sur cette division assez partagée tout de même des Marocains? Non, mais sans doute qui représente la réalité, parce que voilà, il faut ramener les choses dans leur contexte. Les Marocains n'ont pas les moyens de se payer donc un enseignement privé, et aussi parce que c'est une moyenne nationale. Après, quand on essaiera un peu de nuancer plus les propos, partir sur le milieu rural, sur les petites villes, etc., par rapport aux grandes villes, aujourd'hui même, dans les petites villes, il y a encore une bonne école publique. Les gens font confiance à l'école publique, et des fois, ça n'empêche pas leurs enfants d'avoir le baccalauréat avec de bonnes notes, etc. Parce que, voilà, tout est question de contexte. Maintenant, il faut pas aussi se leurrer et dire que ceux qui accèdent aux écoles privées ne représentent même pas 8%. 8 à 9-10% grand maximum sur toute la population. Donc ces gens-là qui n'ont pas les moyens d'autres alternatives que l'école publique, forcément, ils y font confiance. Moi, je vois que 50% de ceux peut-être qui sont dans l'école publique, qui ne font pas confiance, mais qui y vont par contrainte. Là, voilà, c'est une réalité. Tout le monde sait que l'école publique a pris beaucoup de retard. Déjà, l'école privée au Maroc n'est pas de meilleure qualité que l'école publique. Ça veut dire que relativement, ça reste encore mieux. Mais même l'école privée au Maroc, l'enseignement bilingue a aussi beaucoup de retard.
Donc si la norme aujourd'hui où l'excellence est censée être les missions étrangères, les fortement représentés au Maroc, ils sont décrits dans leur pays, c'est-à-dire que les Français ne sont pas contents de leur système éducatif et qui est pour nous étant être le benchmark. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais moi, au-delà de ces chiffres, ce qui me dérange, c'est que on a eu un petit vent de réaction, de dynamisme amorcé par Assad. Après, il y a eu le limogeage de Assad et puis il n'y a plus rien. Donc on attendait exactement quelques mois pour la nomination du nouveau ministre et depuis on a l'impression que c'est plus de la gestion courante des choses qu'autre chose. Et aussi que il n'y a pas eu d'annonce, pardon, Salim Amira, mais la seule annonce pour l'instant du ministère de l'Enseignement, ministère de l'Éducation nationale, pardon, c'est justement la révision de certains programmes scolaires pour l'année prochaine. Ça commence. Et puis, d'ailleurs, on attend la commission des programmes qui soit mise en place pour davantage réformer. Et puis, des mesures pour le baccalauréat. Mais le problème, c'est au-delà des programmes, c'est les outils aussi pédagogiques. Parce que les classes d'aujourd'hui et l'enseignement d'aujourd'hui ne correspondent plus aux générations actuelles. Ça veut dire que j'imagine les classes telles qu'avec des tableaux en bois et de la craie, avec un maître en face qui est en train de discerner ou de défiler des messages face à des jeunes qui sont là à des effectifs très 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 importants. Ça ne correspond plus à la réalité de ce qu'on peut attendre de l'école. Ce que vous dites, c'est qu'il y avait peut-être une volonté de Mohamed Assad, ancien ministre de l'Éducation nationale, de redorer le blason de l'école publique on sentait une certaine énergie, on sentait que c'était un focus, c'était un objectif. Restaurer la confiance, voilà, notamment. On sentait que ça veut dire que peut-être chaque jour, quand il commence sa journée de travail, il pensait à ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, sachant que c'était juste des quick wins, donc réparer le matériel, etc., repeindre l'école, créer les conditions, parce que c'est aussi important. Mais l'école doit être pensée plus que ça. Et l'école le vendredi après-midi, après la prière. Elle doit être pensée plus que qu'est-ce qu'on veut former, qu'est-ce qu'on veut préparer. Et aussi de mettre tous les secteurs de l'enseignement dans un seul département, est-ce que c'est aussi une bonne chose ou pas? Parce qu'il y a tellement urgence dans tous les départements, que ce soit le professionnel supérieur ou le fondamental, qu'un seul ministre pour gérer tout ça, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Amin Diori. Oui, alors pour reprendre ces chiffres, au-delà des chiffres eux-mêmes, il y a une réalité qui est aujourd'hui il y a une école à deux vitesses. Il y a une école de la classe moyenne et de la classe riche et l'école des pauvres. Et c'est là où on retrouve justement cette nuance au niveau des résultats de l'enquête, c'est qu'effectivement, on voit quand même une école fortement inégalitaire. Ça, c'est une étude qui est récente, publiée dans l'Économiste, qui est sortie récemment, qui montrait que effectivement, très peu de diversité culturo-sociale au sein de l'école, parce que justement, les classes les plus pauvres se retrouvent seules dans les classes. Il n'y a pas de mixité avec les autres classes sociales. Et donc ça se ressent, évidemment. Il faut rappeler un chiffre qui est très important, c'est le nombre d'années de scolarité. Au Maroc, il est de 4 années. Très très faible, c'est-à-dire qu'avec tous les redoublements, etc., on voit, je parle même pas de la qualité, mais juste de la durée d'enseignement. Et malheureusement, c'est à ça que s'accrochent les 49% de parents d'élèves qui disent qu'ils sont satisfaits de l'école. C'est que leur objectif, c'est simplement de mettre leurs enfants dans une école, qu'ils puissent recevoir un minimum d'enseignement, de culture. Peu importe après, l'objectif c'est qu'ils arrivent le plus tard possible, qu'ils arrivent au bac. Mais l'une des leçons à tirer de ce sondage, c'est sans doute hausser la qualité au sein de l'enseignement public. On a vu que Mohamed Assad, vous en parlez tout à l'heure, Salim Amira a mis en place les conditions, tenter de mettre en place les conditions, parce que il y a eu quelques mois d'activité, mais du bien-être à l'école publique, en restaurant des vitres cassées ou encore des tableaux et des tables et des chaises. Mais au-delà de ça, il y a la qualité, il y a la formation, il y a ce grand travail aujourd'hui sur la formation des professeurs. Il faut accentuer la cadence. Encore faut-il qu'il y ait une cadence, parce que là, on sent qu'il n'y a plus, ça veut dire que tout est à l'arrêt, parce que il y a la loi sur l'éducation, mais après, ça, Landry, moi j'avais assisté même à une présentation de l'ancien ministre avant même Assad. Il y avait de beaux chantiers, il y avait les écoles en gestion déléguée. Aujourd'hui, par exemple, l'OCP a construit des écoles et les met en gestion déléguée avec des groupes privés, ça donne de bons résultats, avec une subvention directe, au lieu que le budget soit dépensé dans les structures et dans les différents niveaux hiérarchiques entre délégation et voilà, donc c'est donné directement à l'établissement d'exploitation. Il y avait un certain nombre les coopérations, les écoles coopératives d'enseignants, c'était aussi dans le
projets, c'est des choses qui permettraient d'accélérer rapidement. Pour ces histoires de formation, moi sérieusement, au lieu d'attendre et les solutions qui étaient prises et qui aujourd'hui leur échec est plus que patent, c'est de prendre des gens chômeurs, etc., de les former à la va-vite et de leur donner des classes à diriger. On aurait pu, par exemple, faire ce qu'on avait fait avant, ramener des enseignants d'autres pays qui peut être moins cher, coûterait moins cher, il permettrait d'avancer rapidement. Le choix des langues, on avait parlé aussi d'introduire à des jeunes âges donc une deuxième et troisième langue où on est. Donc voilà. En tout cas, on a renforcé le français et puis on accentue un peu plus l'anglais également. La problématique aujourd'hui qu'il faudrait discuter, ces établissements qui sont fermés au milieu de la ville, est-ce qu'on pourrait pas leur trouver un autre sort, les mettre en gestion déléguée? C'est une question à poser, etc., avec une subvention publique, etc., et que ça peut être des pôles d'excellence. Je pense qu'aujourd'hui, la réflexion est arrêtée. Ces histoires de programmes, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que, et surtout quand on se focalise le programme, parce que bon, il y a l'éducation islamique ou pas philosophique, etc. Les programmes, c'est pas ce qui poserait problème. On pourrait rapidement s'inspirer et prendre des programmes qui ont fait leur preuve ailleurs. Je pense que c'est un problème de gouvernance, un problème de vision qu'il faudrait sortir rapidement. Amine Duri, pour conclure. Oui, j'avais publié une étude sur les écoles privées il y a quelques semaines et puis les chiffres parlaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire que on voit une forte augmentation des créations d'entreprises d'écoles privées, un chiffre d'affaires consolidé qui augmente de plus de 10% chaque année. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique autour de l'école privée. Donc ça veut bien dire quelque chose. C'est un des business les plus juteux actuellement. Pour oui, bien sûr, PME. en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité, c'est certainement un des business les plus juteux, c'est évident. Mais ça veut bien dire une chose, c'est que derrière, il y a aussi la faillite de l'école publique. C'est grâce à ça que l'école privée est aussi attractif aujourd'hui. En tout cas, encore du travail pour doper la qualité au sein de l'enseignement public. Merci beaucoup, messieurs. Amine Duri, responsable PME chez InfoRisk, Dun & Bradstreet. Merci. Saladin Amira, enseignant-chercheur et fondateur du cabinet de formation au PM Conseil, fidèle supporter du Real Madrid. À très bientôt. Et on vous souhaite, Saladin Amira, une qualification en demi-finale, bien évidemment, de la Ligue des champions européenne. Dans quelques instants, le 5e rendez-vous de l'assurance, c'est à Casablanca et c'est bien sûr à suivre en direct sur Atlantique Radio à travers l'émission Les Experts Atlantiques avec Faisal Tadlaoui. C'est la disruption qui est au menu de ce 5e rendez-vous de l'assurance. Les mutations au sein du secteur de l'assurance, donc au menu des experts entre 10h et midi avec Faisal Tadlaoui. Vous pouvez nous appeler dès maintenant 05 22 95 36 70 05 22 95 36 70 pour toutes vos questions. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Excellente matinée à toutes et à tous.